Réseau Entreprendre, je le rappelle, réseau de chefs d'entreprise qui accompagnent et financent des créateurs et repreneurs d'entreprises. Et là, vous êtes branché avec le réseau Entreprendre de la Seine-et-Marne, donc 77. Ça représente 14 000 chefs d'entreprise dans le monde qui accompagnent des lauréats, repreneurs et créateurs. Jean-Jacques Beau donc, va intervenir en premier en donnant une vision. Pardon, non, on a dit en second, excuse-moi, en donnant une vision bancaire et technique et puis très concrète de la suite du PGE pour chacun d'entre nous, chef d'entreprise. Et précédemment, on aura une intervention donc, de Nathalie Trappier, qui est expert comptable du cabinet Arc-en-Ciel et qui est également ambassadrice du réseau Carbao, qui est un réseau également de chefs d'entreprise un peu plus orienté business que ce que ne l'est Réseau Entreprendre, et je la laisserai tout à l'heure au début de son intervention mentionner un ou deux mots sur le réseau Carbao. Je voudrais juste deux, trois points techniques. Merci de couper vos micros. Certainement d'ailleurs je suis en train de vous embêter avec le mien qui manifestement fait du bruit, donc je le couperai dès que j'aurai terminé. Pour les questions, on va avoir un temps de questions après chacune des interventions. Si vraiment ça urge, n'hésitez pas à couper, mais ça serait mieux qu'on laisse dérouler chacune des deux présentations et puis qu'on pose les questions après. Vous pouvez également poser les questions par le chat, et Eugénie, donc, qui est chargée de mission Réseau Entreprendre, Eugénie Bernard, le regardera avec moi et on transmettra les questions pour libérer les intervenants de cette tâche d'aller voir les questions sur le chat. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Donc, je vais laisser la présentation à Nathalie, qui va peut-être commencer par une petite courte présentation de Carbao. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Nous essaierons de finir vraiment très précis à 10 heures. Eh bien, on va s'y employer. Donc, je suis Nathalie Trappier. Je suis expert comptable et également ambassadrice du club d'affaires et de recommandations par le bouche à oreille, l'acronyme de Carbao. Ce réseau est national. Mon activité, elle est plutôt sur la région Île-de-France-Est. On a des découpages géographiques. La dimension de Carbao, c'est vraiment créer des rencontres entre des chefs d'entreprise qui vont se revoir tous les 15 jours. Via la bienveillance, apprendre à se découvrir. Et comme on dit toujours chez Carbao, on vient pour le business et on reste pour l'éthique. Puisqu'aujourd'hui, on est isolé en tant que chef d'entreprise, on a besoin de tisser des liens. Et quand c'est dans un contexte où il y a des échanges et c'est convivial, voilà. Donc, je vous invite à me contacter si vous voulez participer à une des réunions qui se réalisent sur donc les différents clubs, Marne-la-Vallée, Meaux, Coulommiers, et puis du côté de Paris, Paris-Val-de-Marne, c'est le nom du club, mais c'est du côté de Ponto-Combo. Et je suis toujours à la recherche de développer des nouveaux clubs pour tisser un peu plus le maillage et répondre à ce besoin qu'on a de développer son activité et de la maintenir. Et c'est aussi dans ce cadre que j'interviens en tant qu'expert comptable du cabinet Arc-en-Ciel, donc cabinet basé à Rebais et à Mareuil-les-Maux. Mon activité, voilà, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, mais ce sujet aujourd'hui est vraiment, vraiment important. Donc, je voulais au préalable en parler, intervenir avant l'intervention de Jean-Jacques, puisque c'est là que se trouve aussi souvent le nœud du problème, c'est la bonne perception de ce qui est votre trésorerie. Donc, Eugénie, si tu pouvais avancer les visuels. Ce qu'on va envisager, donc je déroule un peu le sommaire, c'est voilà, déjà la maîtrise du vocabulaire financier pour finalement comprendre ce qu'il y a dans sa trésorerie et comment il faut l'optimiser, surtout pour éviter les confusions qui peuvent conduire à de graves difficultés. Et puis, je vous ferai un petit cas pratique, une petite question. Hein, je ramasse les copies à la sortie, hein, histoire de voir si vous avez bien tout suivi. Maîtriser le vocabulaire financier, c'est important puisque quand on rencontre son expert comptable, fait une photo en fait de son activité, de son bilan sur une période donnée, une période très souvent de 12 mois. Et après, on va porter ce bilan à votre conseiller bancaire, sauf s'il l'a déjà, puisque avec nos procédures internes, maintenant, on leur transmet directement par voie dématérialisée
il faut pouvoir vous synchroniser, il faut pouvoir comprendre ce qu'il attend de vous et vous ce que vous attendez de lui. Donc ça, c'est le but de ce vocabulaire. Ensuite, on va de là comprendre ce qu'il y a dans sa trésorerie, les notions de flux, les notions d'apport. Ça, c'est pour pouvoir isoler et comprendre ce qui vient de l'extérieur et de la rentabilité et ce qui ne l'est pas. Ensuite, on va donc ainsi pouvoir éviter les confusions. Et puis, après, je vous parlais du petit cas pratique. On peut avancer. Allez, on y va. Donc, les points, oui, c'est bien. Les points qu'on va aborder, donc, si tu pouvais juste remonter un tout petit peu au-dessus. Donc, on a en effet là, c'est pareil. Si vous voulez faire une photo, voilà, c'est ce qu'on va aborder. Le besoin en fond de roulement. C'est pas un gros mot, c'est un mot qui est essentiel hein, et vous allez comprendre en fait la nature de ce mot-là. Les délais de règlement des fournisseurs trop courts, des stocks importants ou déclassés, une nette baisse d'activité ou des délais de règlement des clients trop longs. Ça, je vais faire un focus sur ces éléments-là et vous allez comprendre. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Alors, on est toujours sur un webinaire sur le PGE, mais il me semblait essentiel que vous compreniez pour aller vers soit un remboursement immédiat, soit une prolongation de votre emprunt, tout simplement une transformation en emprunt long terme, de comprendre aussi les fondements de la trésorerie pour savoir quelle option prendre. Et ce sont ces options que va expliquer tout à l'heure Jean-Jacques. Donc, le besoin au fond de roulement s'articule autour de différentes notions. Les délais de règlement des fournisseurs trop courts. On a souvent le réflexe du particulier de devoir payer immédiatement les dettes qu'on a. C'est une erreur de gestion quand on est chef d'entreprise. Il est important d'obtenir des délais de règlement des fournisseurs parce que vous n'êtes pas une banque, vous êtes une entreprise hein, et cette entreprise doit donc négocier. Elle négocie souvent des prix, mais elle doit aussi négocier des délais. Donc, si on a des délais trop courts, on met sa trésorerie en difficulté. Des stocks importants ou déclassés. Parfois, on peut se retrouver avec des stocks qui sont élevés en volume, ça veut dire que élevés en trésorerie, et cette trésorerie, elle est bloquée. Donc, c'est de la trésorerie, mais c'est plus du cash, puisque c'est immobilisé. Parfois même des stocks déclassés. On a mis ça de côté, on ne revient pas dessus, sauf que ces stocks, à un moment donné, il est plus pertinent de les vendre, de faire re-rentrer de la trésorerie. D'une façon ou d'une autre plutôt que de les avoir. Ça vous prend de l'électricité, enfin ça engage beaucoup de frais les stocks. Et forcément, ça engage le besoin de fonds de roulement. Ensuite, on va avoir une nette baisse d'activité. Ça, on l'a vu surtout en 2020, cette caractéristique. On a l'habitude d'avoir un flux bancaire, un flux financier. D'un coup, plus d'activité, ce flux, il vous manque. D'un coup, on a un besoin de fonds de roulement. Pour finir, on va être sur les délais de règlement des clients qui sont trop longs. Alors, c'est dommage parce qu'on réalise du chiffre d'affaires, on a une activité économique. Donc, forcément, c'est du temps, on engage des finances. Et on ne va pas forcément jusqu'à réclamer l'argent au client, alors même qu'on a fait le travail. C'est toujours, tout le monde n'est pas en prélèvement. Donc c'est clair que vous êtes payé soit par virement, soit par chèque. Et au final, vous réalisez des travaux et puis vous n'allez pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que parfois, on manque de temps, on n'a pas la personne adéquate, on n'ose pas réclamer. Et ça, c'est un point essentiel. Quand on est sur 2 mois de délai, quand on est sur 3 mois, et plus on va plus on tarde, moins on a de chances de récupérer la facture, la créance. Donc, s'il y a vraiment un élément essentiel que vous deviez retenir de mon intervention, c'est ne laissez pas plus de 2 mois d'impayés sur une facture, parce que là, ça devient compliqué. Et en plus, parfois, ça tient à rien. C'est juste un échange avec le client, parce qu'il a un point de blocage, ou il a pas reçu la facture. Alors, vous allez me dire, ça arrive souvent, ça. Mais parfois, c'est juste un petit réglage à faire, et puis une invitation au resto. Peut-être que même sur ce client, et ça arrive souvent, on ne s'en rend pas compte, mais vous avez un point de blocage où vous le rencontrez. Alors, je sais, les restos, c'est compliqué en ce moment, mais il y a toujours des solutions et allez savoir si derrière, vous n'allez pas débusquer un nouveau marché. Donc, surtout, laissez pas l'argent traîner chez le client, c'est pas légitime. Vous avez des conditions générales de vente. Il y a des moyens, en fait, de se faire payer plus vite. Et ça, c'est vraiment important.
Ensuite, donc, on va retrouver un autre mot financier, la capacité d'autofinancement. Ça reste une donnée bancaire, hein, mais qui vient de votre bilan. Lorsqu'on analyse votre bilan, on regarde le résultat net, hein, et sur lequel on vient rajouter ce qu'on appelle chez nous des charges calculées. Souvent, ce sont des charges qui ont été déterminées comptablement par des dépenses antérieures. C'est souvent le cas des amortissements qui sont une réduction comptable de dépréciation de vos actifs, mais pas une réduction en flux financier. C'est pour ça qu'on vient de rajouter. Ça vous donne une capacité à faire face à un crédit supplémentaire. Ça vous donne la possibilité d'avoir un accord de votre conseiller bancaire. Donc, c'est très important. Et parce que pour pérenniser une entreprise, parfois, on doit passer par des emprunts. Et cette donnée, c'est une photo à l'instant T. Donc, au moment de votre bilan, elle évolue forcément tous les ans. Souvent, on regarde les 3 dernières années. On ne se contente pas d'une année, surtout que voilà, il y a des années comme 2020 qui ne sont pas caractéristiques de votre activité. Si on s'aperçoit que cette capacité n'est pas suffisante, il va falloir du coup avoir recours à des ressources externes, qui sont voilà, des aides, qui peuvent être des apports de tierces personnes. Et au final, ça explique la rentabilité ou pas de votre activité. Donc, cette capacité d'autofinancement, elle est également essentielle pour vous. C'est important pour vous de la connaître et de savoir ce qu'elle peut vous apporter, comment elle peut vous desservir. Ensuite, de quoi se constitue votre trésorerie? Alors, de beaucoup de choses. En effet, madame, de mon activité, oui. Votre activité économique génère des flux, des entrées et des sorties, ce qu'on va voir sur le slide d'après. Les encaissements, ça rentre dans votre trésorerie. Les décaissements, ça sort de votre trésorerie. Oui, c'est certain. Ça, c'était la réponse la première, la plus facile. Mais pas que, parce qu'on peut se retrouver avec une trésorerie constituée d'argent emprunté, et ça, on l'a très bien vu avec l'aide de PGE. D'un coup, on avait du cash qui rentrait, et ce cash, c'est un leurre, ce n'est pas le fruit de votre activité, ce n'est pas le fruit de votre rentabilité, c'est un revenu qu'il va falloir rembourser, donc il faut bien l'identifier. Je fais des rimes, hein, mais je n'ai pas fait exprès. Donc, on a en effet le financement qui constitue votre trésorerie. Également de l'argent que vous avez prêté ou qu'on vous a prêté, que vous avez apporté à votre société. Sur des bilans, on peut s'apercevoir qu'on a des comptes courants de nos associés, donc du cash que vous avez amené à votre entreprise au démarrage pour faire face à une dépense, quand la trésorerie est en difficulté. Ce cash n'est pas de la rentabilité. C'est de l'argent que vous avez prêté et qui devrait vous être rendu. Mais parfois, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une trésorerie florissante, mais un compte courant aussi élevé, parce que c'est de l'argent qu'on a prêté et qui n'est pas justifié par des flux économiques. Il faut penser à les déduire en fait de votre trésorerie pour connaître vraiment le montant de votre trésorerie, qui est normalement l'enrichissement de l'entreprise depuis sa création, ainsi que l'apport en capital. Quand vous avez souscrit au capital de votre société, vous avez misé pour voir, donc vous êtes engagé financièrement, d'où l'importance d'avoir un capital assez important également, de l'ordre de 5 000 euros pour démarrer, c'est une belle mise, pour voir comment ça va fonctionner votre projet. Donc l'apport en capital, c'était de l'apport au démarrage. Ensuite, pourquoi faut-il emprunter? Donc là est le sujet de notre webinaire. En effet, ça va préserver votre trésorerie. Et pourquoi ça va préserver votre trésorerie? On va le découvrir sous peu. Parce que votre trésorerie, c'est le cœur de votre entreprise. On a tous un cœur qui bat, c'est ce qui donne le rythme, ça rentre, ça sort. Si vous pouviez imaginer votre cœur s'arrêter, cette entreprise, c'est pareil. C'est peut-être un mot fort, hein, mais c'est important que vous visualisiez en fait comment ça fonctionne. Votre corps est un organisme, il a besoin de bons carburants pour pouvoir continuer. Votre entreprise, c'est la même chose. Aussi, il faut emprunter. Et parce que le chiffre d'affaires n'est pas récurrent. On le sait, hein, c'est contrairement à une fiche de paye, hein, un bulletin de paye quand vous êtes salarié, vous êtes
sous le coup d'un contrat de travail, donc vous avez des protections, vous avez un chiffre d'affaires qui est différemment traité quand on est dans une entreprise. Là, il n'y a plus de protection. Et donc, il peut y avoir des pics d'activité. Donc, il faut sortir des réflexes du particulier. Souvent, c'est normal, hein, ça demande d'être un peu schizophrène, je l'avoue, parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Mais les réflexes du particulier peuvent nuire à votre entreprise. Donc, il faut vraiment se dire, oui, il n'y a pas de récurrence, donc je me protège, je protège le cœur de mon entreprise et j'emprunte. Et également parce que vous pouvez avoir des investissements supérieurs. Alors, moi, c'est une règle que je propose à mes clients. Après, Jean-Jacques peut avoir aussi un autre avis là-dessus. Mais voilà, sur des investissements supérieurs à 3 000 euros, il faut absolument, dans les 6 mois de votre investissement, rencontrer votre conseiller bancaire. Pourquoi? Parce que 3 000 euros, ça peut vous pénaliser à un moment donné dans votre trésorerie. Même si j'entends mes clients me dire oui, mais bon, il faut que je prenne rendez-vous, faut encore que je justifie. Oui, mais c'est un moment d'échange avec votre conseiller. Et ce moment d'échange peut aussi ouvrir à autre chose. Donc, c'est un déclencheur, ça protège votre trésorerie. Et allez savoir, il peut y avoir de belles choses derrière qui peuvent se réaliser. Même si vous avez les fonds, c'est aussi nécessaire. Parce que voilà, chiffre d'affaires, pas forcément toujours régulier. Et puis, bah, en plus, ça se met sur le gâteau, hein, ok. Vous n'irez pas non plus en voyage avec ça, mais les intérêts sont déductibles dans une entreprise, donc voilà, faut pas s'en priver. En plus, les taux sont vraiment faibles. Les taux d'emprunt sont là en plus sur le PGE, on est sur 1%, 2%, donc franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Ce qui coûte plus cher en fait aujourd'hui, ce sont les assurances, tout simplement. Bah, ça, les assurances, hein, il faut se couvrir, donc, ou la garantie BPI-France, mais voilà, ça fait partie des cautions, ça évite vous de vous engager. Donc je pense que c'est quand même intéressant. A contrario, on peut avoir des trésoreries très positives. Ces trésoreries positives liées à l'activité économique, c'est aussi important de le placer et donc de faire l'écureuil, ma petite dame, en effet, pour être moins tenté de le dépenser. Quand on a des comptes florissants, on a plus de tentation. Quand on isole ces sommes-là, et souvent, je propose, moi, d'isoler 1 mois ou 2 mois de chiffre d'affaires point mort. C'est-à-dire que vous avez un chiffre d'affaires minimum à atteindre pour couvrir l'ensemble de vos frais. Ça se détermine tous les ans en fonction de votre activité, de vos dépenses, hein, sachant que les salaires, c'est souvent 50% des dépenses. Vous placez cet argent-là sur un compte isolé et quand vous êtes dans l'obligation de taper dedans, là, ça va vous donner aussi des voyants en fait. Et c'est une façon de protéger aussi votre trésorerie, notamment des piratages. Donc on sait que voilà, nos banques, elles vous préviennent en fait, hein, elles sont très réactives par rapport à ces risques de piratage, mais il y a de plus en plus de soucis informatiques. Hein, et puis là, avec l'accélération de l'informatique, des réseaux, des hébergements, enfin, il y a encore plus de piratage. Donc, voilà, ça protège aussi du compte courant. Et puis voilà, accessoirement, en plus, on peut même percevoir des fruits. Donc, c'est pareil, on ne ferait pas fortune avec ça, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Les confusions les plus courantes, donc on va parler donc voilà, du chiffre d'affaires et bénéfices. Également, ça c'est ce qu'on connaît, hein, nos grands-parents le savaient déjà. Ça, on a compris que c'est pas la même chose. Mais il y a aussi autre chose aujourd'hui, les salaires ou les charges de personnel. On va parler en effet, dans ce cas-là, de salaire. On pense que voilà, hein, quand on embauche une personne, il y en a pour, si on doit lui donner 1 500 euros, bah, ça va nous coûter 1 500 euros. Non, ça marche pas comme ça. Derrière, il se trouve qu'il y a des charges sociales en France, hein, c'est assez coûteux. Donc on passe du simple au double sur des salaires. Et quand on est sur des charges de personnel, bah, c'est 2 fois le salaire à la louche. Déjà, ça vous donne une bonne information. Ensuite, rembourser ses emprunts ou régler ses dettes. Donc, on ne rembourse pas ses emprunts, mais on règle ses dettes. C'est complètement différent pour ne pas se mettre à nu. Il n'y a pas de pertinence de rembourser ses emprunts. On a une acceptation, on va jusqu'au terme de l'emprunt, même si on a le sentiment d'être engagé. Oui, mais ça soulage votre trésorerie. Par contre, oui, on règle ses dettes auprès de ses fournisseurs avec lesquels on a négocié des délais de paiement. Ensuite, on va retrouver 2 petits bouts de chou. Les recettes et les encaissements, bah, ils se ressemblent, mais ça n'a rien à voir. Ils sont vraiment différents. Les recettes, c'est le fruit de votre chiffre d'affaires, de votre activité économique tous les mois. Les encaissements, c'est le paiement, ce sont les paiements de vos clients. Donc, vous savez bien qu'entre les deux, il y a toujours un décalage. Donc, on ne mélange pas les deux.
L'usure n'est pas toujours linéaire dans un amortissement. On en a parlé tout à l'heure vaguement. En fait, vous avez des investissements que vous réalisez, donc, par exemple une voiture, et comptablement, on fait un amortissement linéaire qui va venir rentrer, donc on en a parlé, sur des charges calculées. Ces charges calculées sont régulières, c'est-à-dire qu'on prend tous les ans 20% de cet amortissement. Mais ce n'est pas la valeur économique, c'est-à-dire que votre bien, comptablement, on le déprécie de 20%, mais économiquement, ce n'est pas la réalité des choses. Donc, on est sur des normes comptables, donc c'est important de faire aussi la distinction. Je le glisse quand même parce que parfois on peut avoir des notions de plus-value et du coup d'impact en impôt. C'est toujours important de faire la distinction entre les deux. Le cas pratique, on va voir si vous avez suivi. Et là, j'attends des réponses. Je ne donnerai pas la réponse sinon. Eugénie, tu ne passes pas le slide suivant. Je dois régler mon fournisseur de matières premières immédiatement car je lance mon entreprise. Certes, je n'ai pas de délai encore. Mon client va me régler dans 1 mois. Dans ces circonstances, est-ce que je suis en besoin de fonds de roulement? Et si oui, ma banque va-t-elle le financer facilement? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans la réponse? Tic-tac, tic-tac. Alors, qui a la réponse? Je vous dirais bien que la réponse est dans la question. Oui, non, mais la banque, il faut faire financer la banque facile. La banque finance plus facilement une société qui va se construire parce qu'il n'y a pas de bilan, justement. D'accord. Et donc, ma question, c'est est-ce que je suis en besoin de fonds de roulement? Bah, toujours. Même Oui, si la société est constituée. Tout à fait. Et est-ce que la banque va le financer facilement? Bah oui, plus facilement parce qu'il n'y a pas d'historique de bilan. Elle va financer sur un dossier, pas sur les bilans. Elle n'est pas en danger d'avoir un mauvais bilan l'année dernière. C'est sûr, c'est une réponse. Contextuellement, ouais. Eugénie, ouais, on a d'autres avis sur la question? Oui, Jacques Falson, moi j'ai mis non pour la banque. Je ne pense pas qu'ils vont financer rapidement parce que justement ils n'ont pas d'historique. Alors effectivement, ils peuvent se baser sur le dossier, ça je suis d'accord là-dessus, mais bon, en termes de prix, ça risque d'être un peu cher, quoi, parce qu'ils vont vouloir quand même, comme ils n'ont pas de recul, ils vont vouloir quand même bien se border. Et là, on est sur un fournisseur de matières premières. Donc, on va regarder la réponse. Oui. Mais c'est bien, voilà. Oui. Je pense que la principale occupation des banques, c'est d'avoir la recherche des fonds propres positifs. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont quand même pas mal de fonds propres négatifs. Donc, c'est quand même plus difficile lorsqu'on a des historiques de bilan. Au moindre fonds propres négatifs, ils ne financent plus les banques. Alors, je vais m'avancer pour Jean-Jacques, mais vous avez tous les deux raison dans l'historique que j'ai pu avoir au niveau du cabinet. C'est vrai que quand on dépose un dossier de financement et qu'on a aussi des devis à l'appui, notamment voilà, sur des achats de matières premières, si on a un nouveau marché, en effet, la banque peut vous soutenir. Ce sera plus des crédits de trésorerie dans ces cas-là. Mais dans le principe, hein, elle n'autofinance pas, en fait, elle ne finance pas vos achats de matières premières, sauf s'il y avait voilà, un marché avec un contexte et des engagements fermes de vos clients. Parce qu'elle finance plutôt, en effet, des investissements pour lesquels il y a des garanties qui se mettent en place. C'est sûr que quand il y a des garanties comme BPI France, ça facilite le travail de votre conseiller bancaire, mais dans le principe, c'est plutôt non. La banque ne va pas forcément vous financer, sauf si on est sur un marché très porteur avec des garanties et des engagements fermes. Oui. Même avec la BPI, ils demandaient d'avoir les fonds propres positifs. Hein. Donc, ouais. Je pense que vraiment en ce moment, la banque se protège de plus en plus et a fait de moins en moins le rôle d'une banque. Ah bah ça, c'est un discours qu'on entend et qui n'est pas toujours vrai. Ça va dépendre des conseillers bancaires. Il ne faut pas généraliser. Un point là-dessus, Nathalie, on va laisser tout à l'heure Jean-Jacques reprendre ce point parce que c'est non pas référence uniquement à des éléments économiques ou des éléments de volonté ou de stratégie bancaire, mais
des éléments juridiques et notamment même au plan européen. Donc peut-être Jean-Jacques il conviendra de reprendre ce point un peu particulier. Oui, je te passerai la main. Alors voilà, on a presque terminé ma partie. Donc, un expert comptable, c'est un professionnel du chiffre. Je voulais juste faire un focus sur mon métier. Donc, si vous êtes accompagné par un expert comptable, c'est super parce qu'il a votre historique et va pouvoir vous accompagner. Si vous ne l'êtes pas, il est temps d'en prendre un. Parce que seul, en fait, vous êtes avec des tableaux Excel qui ne vous donnent pas de visibilité. Alors que quand vous êtes accompagné par ma corporation, vous avez donc une synergie qui se met en place avec le conseiller bancaire. Parce qu'on lui remonte les informations et peut nous contacter pour avoir plus d'éléments sur le bilan. Mais également, on peut vous informer pour obtenir des aides, puisque nous, on est toujours sur qui-vive sur les aides. Là, on a eu une forte affaire sur 2020, mais voilà, ça reste une expérience enrichissante et surtout pour connaître votre rentabilité et être encore plus efficace sur votre activité du quotidien. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec nous. Donc, on est sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver cette vidéo ainsi que d'autres. Et donc, moi, je suis basée sur Rebais, Mareuil-les-Maux. On a mis en place une plateforme collaborative pour simplifier aussi la vie de nos clients. Et je passe la main. Peut-être un tout petit peu de temps, quelques questions peut-être, excusez-moi. Sur cette intervention. Et j'aurais personnellement une remarque, une question en forme de remarque. Nathalie a mentionné tout à l'heure comme source d'augmentation ou de besoin en trésorerie la baisse d'activité. Or, je ne sais pas si plusieurs l'ont observé au début du confinement, de la première phase en tout cas. On a eu ce qu'on appelle un effet un peu atypique de la trésorerie avec une baisse d'activité brutale qui a généré des ressources en fonds de roulement, bizarrement, et une situation de trésorerie pendant les quelques premières semaines qui était plutôt confortable. Donc ça vaut aussi, c'est en trompe-l'œil parce que rapidement ça se retourne. Mais dans un premier temps, on a eu quelque chose de très qu'on apprend à l'école, mais qu'on voit très rarement. C'est un arrêt quasiment pour certains de 100% de l'activité et une trésorerie qui flambe, parce qu'en fait, on récupère les créances anciennes et on ne dépense plus rien ou peu de choses. Donc, dans les premières semaines, il y a eu un effet un peu atypique qui était en trompe-l'œil. Peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus, Nathalie. Oui, il y a eu également les reports des échéances d'emprunt. Donc, l'air de rien, ça nous faisait quand même des trésoreries qui gonflaient. Les reports de cotisations sociales. En effet, tout était mis un peu en stand-by au niveau des dépenses et les recettes, elles rentraient par rapport aux réalisations du chiffre d'affaires des mois antérieurs ou du mois précédent. Puis bon, après, il y a le flux d'argent par le PGE, les aides qui sont mises en place. Donc, en effet, c'est vrai que sur les premiers temps, les clients étaient plutôt sereins. Bon, c'est après que c'était moins. Mais ça va, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour pérenniser les entreprises et les emplois. S'il n'y a pas de questions, on passe la parole à Jean-Jacques. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Jean-Jacques Beau, je suis salarié du Crédit Agricole et responsable du marché des entrepreneurs à la caisse Brie Picardie. Qui intervient sur 3 départements, la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme. Donc en effet, j'ai prévu de vous faire un petit zoom en quelques slides sur la transformation des PGE qui arrivent dans les jours à venir. Juste avant, donc je vais quand même réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les fonds propres négatifs. Donc les fonds propres négatifs, alors j'occulte l'entrepreneur individuel, qui c'est un petit peu différent, mais si on parle d'une société, en effet, elle ne peut pas durablement exister avec des fonds propres négatifs, puisque si ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, normalement, elle doit dissoudre la société ou elle doit la poursuivre, mais elle a un délai réglementaire de 2 ans en fait pour reconstituer ses fonds propres. Voilà. Donc c'est pas quelque chose d'anodin.
Ça peut exister très très temporairement, mais ça signifie quand même une fragilité très très importante. Et en effet, les banques ont des contraintes réglementaires qui font que si elles vous prêtent, c'est vraiment l'exception de l'exception de l'exception, parce qu'elles pensent réellement que dans les 2 ans, vous allez reconstituer les fonds propres, ou alors que vous êtes engagé à le faire par une augmentation de capital. Parce que bon, il y a 2 moyens de le faire, hein. Ou bien vous regagnez de l'argent et naturellement les fonds propres vont se reconstituer si vous les conservez dans votre résultat, donc de la distribution. Mais on ne peut pas en être certain, et en tout cas c'est compliqué pour le banquier de savoir si réellement vous allez gagner de l'argent demain, puisqu'il n'est pas au quotidien dans votre entreprise. Il n'a pas forcément la visibilité sur votre carnet de commandes, votre marge, voilà. Donc c'est pour ça que sur des fonds propres négatifs, on en gère, bien évidemment, parce qu'on sait bien que la vie des entreprises n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, des sociétés qui avaient des fonds propres peuvent se retrouver à un moment de leur existence sans. Mais en tout cas, c'est une situation très, très, très particulière. Et ce débat a été important, notamment pour la distribution des PGE, puisque l'État, dans un premier temps, ne pouvait pas délivrer de garantie à une société qui avait des fonds propres négatifs. L'Europe, voilà. Donc ça a été amendé. Donc on a distribué du PGE sur des sociétés à fonds propres négatifs, sachant que, bon, quels que soient les niveaux de critique entre guillemets auxquels les banques peuvent être assujetties, la distribution du PGE a été massive pendant la période, et c'est une très bonne chose puisqu'elle est dans son rôle de soutenir l'économie dans ces moments difficiles. Voilà. J'ai une petite remarque, mais par rapport à ce que vous venez de dire, mais il peut y avoir une société qui peut avoir des fonds propres négatifs, mais qui chaque année augmente son chiffre d'affaires et réduit petit à petit son fonds propre négatif. Et la banque peut voir cette évolution qui s'inverse, mais il y en a certaines qui ne voient même pas cette évolution et qui s'arrêtent juste sur le papier. C'est ça que je voulais dire. Non, mais après, c'est sûr. De toute façon, moi, j'ai un peu d'ancienneté. Je dis le crédit, c'est la confiance. Et quand je dis la confiance, c'est la confiance dans la personne et dans le projet et dans l'avenir. Donc après, ça dépend au-delà de la banque, très, très sincèrement, de l'interlocuteur que vous avez, de la politique d'engagement de la banque. Mais par rapport à cette reconstitution des fonds propres, par contre, là, c'est clairement la loi, hein. Je débute mon propos peut-être par la transformation des PGE. Donc, Eugénie, si tu peux passer. Donc, ce que je vous propose, c'est de remettre un petit peu dans le contexte la distribution des PGE. Donc, les enjeux pour les banques, de manière très pragmatique, les différentes options qui vous sont proposées. Un petit zoom quand même sur notre posture au Crédit Agricole Brie Picardie, puisque les réseaux bancaires pourront traiter cette phase de transformation différemment. Je vous ai mis quelques exemples de coûts de transformation. Et puis ensuite, en conclusion, j'aurais tendance à dire un petit peu les points d'attention par rapport à cette nouvelle étape dans le PGE. Eugénie, si tu peux passer au slide suivant. Donc voilà, donc la distribution du PGE qui a démarré le 16 mars 2020 et qui a été étendue au 30 juin 2021. Initialement, donc on pouvait le distribuer jusqu'à la fin de l'année 2020. La période de pandémie continuant, et nous sommes autorisés à le distribuer jusqu'au 30 juin 2021. Donc il reste encore 5 mois. Donc sans rentrer dans le détail des bénéficiaires, ce sont quasiment toutes les sociétés avec une activité économique et sont exclus les sociétés civiles, les établissements de crédit et un certain nombre de sociétés qui sont en procédure collective. Je ne rentre pas dans le détail, hein. Certaines qui étaient déjà en plan de continuation pouvaient en bénéficier. Donc, les montants accordés étaient plafonnés à 25% du chiffre d'affaires hors taxe 2019 pour toutes les entreprises qui avaient des bilans. Et ensuite, il y avait des notions de masse salariale. Donc, les 2 cas qui sont répertoriés sont en dessous. Donc là, on est sur les aspects distribution. Donc, si les professionnels rentraient dans ces catégories, elles étaient éligibles à la distribution du PGE. Donc, en effet, vous ne voyez plus de notion de fonds propres, même si au départ, il y a eu au moins les 15 premiers jours un petit peu ces questions qui avaient été posées. Le slide suivant. Donc voilà, donc les enjeux pour les banques et l'économie sont très très importants. Si vous vous souvenez, on avait évoqué 300 milliards
Donc, ils n'ont pas été consommés. Malgré tout, il y a eu quelques milliards qui ont été distribués. Donc, pour les banques, au niveau national, c'est 200 000 entreprises en avril, 140 000 entreprises, 170 000 en juin. Et ensuite, ça a été beaucoup plus échelonné jusqu'à la fin de l'année. Pour le Crédit Agricole Brie Picardie, on a 50% de nos PGE qui arrivent à échéance, donc la première phase, entre avril et mai. Donc, très, très grosse activité dans les semaines à venir. Et puis, un petit mot de Philippe Brassac, donc, qui, à mon avis, est quand même assez révélateur et qui donne le message général, c'est que les banques accompagnent cette période très, très difficile. Le taux de refus a été, alors peut-être trop important, hein, bien évidemment, mais en tout cas inférieur entre 2,5 et 3%, ce qui est vraiment très, très négligeable. Alors après, les gens n'ont peut-être pas bénéficié de la totalité de leurs demandes, puisqu'il y avait aussi cette approche conseil qui a quand même été intégrée dans nos approches. Mais moi, en tant que banquier, je considère en effet que la distribution a été massive et que nous avons accompagné des entreprises qui n'auraient pas eu accès au crédit sans cette pandémie et sans cette garantie d'État. Alors, de manière très très concrète, quelles options vous sont proposées aujourd'hui si vous avez souscrit un PGE? L'option 1, c'est le remboursement au bout des 12 mois, soit partiellement, soit totalement. Donc, bien évidemment, pour cela, il faut disposer de la trésorerie. Donc, dans ce cas-là, vous allez payer la commission BPI qui était à 0,25%. Alors, mon propos à chaque fois, il est plutôt sur les entreprises. Je n'ai pas traité le cas des grandes entreprises où il peut y avoir quelques variantes sur les prix et les modalités. Hein. Donc, je suis vraiment sur la PME, je ne suis pas sur les grandes entreprises. Hein. Voilà. Donc, sauf si autour de la table, il y a des grandes entreprises, mais voilà, une entreprise de 50 millions n'est pas une grande entreprise de chiffre d'affaires, hein, au sens de l'organisation, on va dire. Donc la commission de BPI 0,25 qui va être débitée de votre compte en même temps que le remboursement. Et si le remboursement est partiel, vous pouvez mettre en amortissement le complément. L'option 2, donc c'est cette mise en phase en amortissement de la totalité ou partiellement sur une durée de 1 à 5 ans. Cette durée, elle n'est pas, c'est la limite maximale, quel que soit le secteur d'activité. Il y a eu des PGE qui ont été octroyés, notamment avec des montants un peu différents sur le tourisme, sur l'aéronautique, certains secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, la période d'amortissement est la même pour tous les secteurs d'activité. Elle est comprise entre 1 et 5 ans. Théoriquement, alors je mets quelques réserves dans le sens où on est un peu plus libre, les banques sont un petit peu plus libres aujourd'hui sur les modalités d'amortissement et donc vous pourrez trouver selon votre banque des modalités de remboursement un peu différentes. Donc théoriquement, les périodicités de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles au niveau des échéances. Vous devriez avoir la possibilité d'être en échéance constante ou en amortissement constant. En règle générale, en France, on est sur des échéances constantes, c'est-à-dire que vous payez tous les mois ou tous les trimestres la même mensualité. Et donc, c'est ensuite l'amortissement du capital qui, lui, évolue dans le temps. Mais ce sont des pratiques usuelles. On est assez rarement sur de l'amortissement constant du capital. On est souvent, très très souvent, peut-être 95% sur des échéances constantes. Et ensuite, le taux et la commission BPI sera variable en fonction de la durée d'amortissement que vous avez choisie. L'option numéro 3, c'est la mise en amortissement avec un différé de 12 mois. Donc ça, c'est une mesure qui est plus récente, qui a été prise en fin d'année dernière. Et au départ, on avait dit, voilà, il y aurait 1 an où vous ne rembourserez rien, et au bout de ces 1 an, vous pourrez l'amortir sur 5 ans. Donc, il a été ouvert la possibilité de faire un nouveau différé supplémentaire d'amortissement. Alors, attention, à ce stade, je ne suis pas en train de dire que vous avez 1 an sans amortissement et qu'ensuite, vous choisirez la durée d'amortissement. Non, vous devez faire ce choix tout de suite, puisqu'on rentre dans une phase d'amortissement avec un différé. D'accord ? Et donc, le paiement des intérêts de la commission et de l'assurance vont démarrer dès le démarrage
donc dans les prochains mois de la date de démarrage d'amortissement. D'accord, donc j'insiste bien sur ce point, surtout dites pas c'est-à-dire que tout de suite vous devez dire je vais amortir, si j'ai fait 50 000 de PGE, voilà, j'ai un peu de trésorerie, je vais en amortir seulement 25 000, pourquoi pas. Donc la banque va vous débiter 25 000 et puis le reste, les 25 000, elle va vous proposer de l'amortir. Et vous devez dire tout de suite je veux l'amortir sur 5 ans, dont un an de différé. Vous ne pouvez pas lui dire, vous me le différez d'un an, et puis on se reposera la question dans un an. Okay. Donc, c'est un choix que vous devez faire maintenant. On peut passer à la suite. Voilà, donc là, je suis plutôt côté Crédit Agricole Brie Picardie. Pour l'instant, j'ai parlé pour le compte des banques. Là, c'est un peu plus la démarche donc, du Crédit Agricole Brie Picardie, donc qui va être demandée à chaque conseiller. C'est en fait de faire le point avec chaque client sur sa situation actuelle et sur l'impact de la crise. Vous pouvez avoir des réseaux bancaires qui vous ont adressé des courriers et qui vous demandent un coupon réponse en disant voilà quel est votre choix. Les banques se sont engagées de toute façon à transformer les PGE. Donc dans l'absolu, ça fonctionne. Ça n'est pas le choix de Brie Picardie où on souhaite avoir un accompagnement personnalisé, discuter avec son client et en partenariat bien évidemment avec le principal conseil dans ce cas-là qui est l'expert comptable pour vous proposer la solution la plus adaptée. Encore une fois, c'est comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un crédit. Il vous engage, il doit être remboursé à date. Et aujourd'hui, il y a une garantie d'État qui, pour la banque, est quand même une sécurité importante. Parfois, quand vous faites un crédit, vous pouvez avoir quelques souplesses sur les durées, sur quelques marges de manœuvre pour reporter des échéances, pour tout ça. Aujourd'hui, ça n'est pas prévu. Donc, autant dire que on rentre dans un schéma d'amortissement qui est quand même, pour l'instant, assez rigide. Tout à l'heure, je l'évoquais, si vous décidez de ne pas transformer votre PGE, immédiatement, votre compte sera débité du montant du PGE qui vous a été mis en place. Donc, pour la banque, dès que le compte est débité, elle perd la garantie de l'État. Donc, le lendemain, s'il n'y a pas l'argent, elle rejette tout. Enfin, je suis brutal dans mon propos, mais c'est volontaire, dans le sens où si elle attend quelques jours qu'elle continue de payer, elle se retrouve avec un découvert qui ne bénéficie plus d'aucune garantie. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien mesurer votre niveau de trésorerie au moment de la mise en place de l'amortissement, puisque immédiatement, les sommes qui ne seront pas mises en amortissement vont être demandées. Et de la même façon, le prêt, il est mis en place, donc on rentre avec un tableau d'amortissement et les échéances vont démarrer. Alors, s'il y a le différé, vous allez simplement payer les intérêts et le coût de la garantie BPI au départ, et ensuite, vous allez rentrer dans la phase d'amortissement. Voilà, donc c'est pour nous, je dis, la consigne au Crédit Agricole a été de dire, on va faire le point. Alors, on va peut-être embêter, entre guillemets, nos clients qui ne veulent pas nous voir, mais on considère qu'on est dans notre rôle de vous accompagner en partenariat avec les experts comptables, bien évidemment, pour trouver le type d'amortissement qui vous convient le mieux. Donc, certaines activités ont été très, très impactées. Donc, comme je le mettais là sur la phrase d'en bas, c'est plus cohérent dans ce cas-là de jouer la sécurité au maximum. Mais ça n'est pas la réponse unique. Il est demandé également de faire plusieurs simulations aux collaborateurs. Donc, on va essayer de voir avec vous votre trésorerie disponible, votre capacité de remboursement. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur les chiffres qui étaient avant la crise. Donc, les plus pertinents sont souvent ceux de 2019. 2020 va être un exercice comptable très, très atypique, puisque ça a été dit tout à l'heure par Nathalie, certaines entreprises en apparence se portent très, très bien, voire mieux qu'avant, parce qu'elles ont pu bénéficier d'aides. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ces aides sont temporaires. Donc, ce qui est important, c'est d'évaluer la capacité future, et c'est compliqué, sachant que la pandémie n'est pas encore terminée, pour essayer d'adapter au mieux cette durée d'amortissement. Voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, le prix de la transformation. Donc là, vous avez les prix à droite, donc qui sont les prix de la garantie de l'État. Donc ça, ils sont imposés à tous les établissements bancaires. Donc ils sont à 0,50 pour les 2 premières années. Et ensuite, ils sont à 1%
pour les 3 années suivantes. Donc ça, vous retrouverez, quelles que soient les banques, ce taux de commission d'État. Et à gauche, ce que vous avez, ce sont les prix du Crédit Agricole qui, eux, peuvent être variables suivant les établissements. Alors, ils ne seront pas variables au Crédit Agricole, mais chaque banque a sa propre stratégie de prix sur cet amortissement. Donc, le Crédit Agricole a des prix, comme c'était dit, qui sont très, très raisonnables parce que elle a conscience de la difficulté ou de la période et c'est un choix volontaire. Donc, on est sur des niveaux de prix qui sont vraiment très, très raisonnables. Donc, j'ai mis 4 encarts à droite. Donc, les frais qui sont prélevés pendant la période de différé, bien évidemment. Le capital n'est pas amorti, mais les frais sont prélevés. Le remboursement anticipé partiel ou total pendant la durée d'amortissement est possible. Les taux donc, sont différents, je l'ai dit. Il peut éventuellement y avoir des pénalités de remboursement sur ces remboursements par anticipation. Il n'y en a pas sur le Crédit Agricole pour tous les dossiers professionnels. Là, je n'ai pas encore la visibilité, moi, sur tous les établissements. On connaît à ce jour les taux que sont pratiqués par nos confrères. Par contre, les contrats ne sont pas encore sortis. Donc, je ne suis pas en capacité de vous répondre s'ils ont mis ou pas des pénalités de remboursement par anticipation. Mais en tout cas, elles en ont le droit. Et la commission BPI qui, elle, est due. Donc, si demain vous dites au bout d'un an, en fait, mon crédit, j'en ai pas besoin, je peux le solder, aucun problème. Éventuellement des pénalités de remboursement prises par la banque et la garantie d'État qui, elle, de toute façon, sera due en totalité. Donc, le coût qui était prévu initialement, vous aurez à le supporter et à le payer au moment du remboursement par anticipation. La plaque d'après, s'il te plaît, Eugénie. Voilà, donc là, alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail, puisque de toute façon, il est prévu qu'on vous fasse suivre les plaques. Bon, moi j'aurais tendance à dire, le prix n'est pas vraiment un sujet. En tout cas, c'est pas le principal à mon sens. Bon, c'est dans les habitudes de négocier. Bon, encore une fois, moi je pense en effet que quelques centimes sont importants, mais sur une vie d'entreprise, la confiance, toutes ces choses-là sont beaucoup plus importantes que les quelques centimes qui peuvent des fois séparer certains établissements. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, vous l'avez vu sur les prix, il y a certainement pas eu d'abus, à mon sens, de la part des banques sur les prix, et les sujets pour moi ne sont pas là. Néanmoins, je vous ai mis ces coûts de garantie hors assurance. Puisque après, bien évidemment, ça dépend du taux et ça dépend du coût de l'assurance selon les établissements. Donc là, vous avez quelques exemples avec des durées d'amortissement différentes. Et puis un slide suivant qui vous donne également une vision un petit peu différente, cette fois avec une notion d'amortissement sur 2 ans et un amortissement en 5 ans. Donc vous voyez, on est de 125 € à 2000 € sur 50 000 €. Donc sur 50 000 € de prêt, c'est 2000 € sur 5 ans. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Voilà, le slide suivant. Voilà, donc là, les points d'intention. Alors, donc je dis, nous 100% des clients qui doivent être contactés, et surtout le traitement intégral qui doit être réalisé avant l'échéance du court terme PGE. Donc, nous serons très, très attentifs à ce que tous nos clients nous aient répondu, parce qu'il y a un risque opérationnel majeur si nous n'avons pas de réponse, si nous n'avons pas le contrat signé à la date qui est indiquée sur le courrier, qui peut être aussi variable selon les établissements. Est-ce qu'ils vous demandent une réponse 1 mois avant, 2 mois avant, 3, enfin voilà, à regarder précisément sur le courrier que vous allez recevoir, mais il est important de répondre dans les délais et de signer les contrats, alors qu'ils soient en signature électronique ou en signature manuelle, entre guillemets, mais il est important de répondre. Voilà, donc c'est pour le bien du client, j'aurais tendance à dire. J'ai une question sur ce point, parce que je dois répondre entre le mois de février et mars, mais on m'a dit d'attendre parce que le siège de la Société Générale va envoyer justement une lettre pour la prorogation du report de 12 mois supplémentaires.
Donc, du coup, je suis obligé d'attendre la lettre du siège et ne pas répondre au passage en amortissement. Alors, là, je peux pas vous répondre puisque je suis du Crédit Agricole. Aujourd'hui, enfin, nous, on est sur le point d'adresser les premiers courriers et on est prêt pour toutes les options. Sachant qu'il y a la phase aujourd'hui qui est la phase où on va demander à nos conseillers de rencontrer alors physiquement ou à distance leurs clients et on va dire que le moteur de transformation lui ne démarre pas tout de suite. On se laisse encore un petit peu de temps puisque comme on l'a vu, les premières échéances sont au 16 mars et l'activité s'est vraiment accélérée à partir de fin mars. Voilà. Ouais. Donc nous, on a prévu d'écrire 3 mois avant par rapport à l'échéance et qu'au plus tard, les clients nous aient répondu 1 mois avant. Donc là, il se peut qu'au démarrage, certains établissements n'aient pas encore complètement calé leur process. Donc, hormis faire très très clair avec votre conseiller sur le délai ultime, voilà le seul conseil que je peux vous apporter. Voilà, donc comme je l'écris, si le court terme arrive à échéance sans transformation, le remboursement total effectué et la garantie BPI est perdu pour vous, pour nous. Ne pas sous-estimer les délais, notamment si des questionnaires médicaux sont nécessaires. Alors, pour le Crédit Agricole, c'est à partir de 100 000 €. Donc, ça répond à une très grande majorité des PGE qui ont été souscrits pour le marché des pros au sens large. Le marché des entreprises, c'est un petit peu différent. Néanmoins, on est aussi vigilant sur ce point-là de prioriser un peu ces dossiers parce qu'on sait bien que s'il y a un questionnaire médical, ça peut être un petit peu plus long et donc il faut être prêt en temps et en heure. Des solutions complémentaires existent. Donc l'amortissement n'est pas la seule solution. Si vous n'êtes pas en capacité d'amortir, ce n'est peut-être pas le bon choix. Il faut en discuter. Sinon, c'est repousser le problème à 1 an, dans le meilleur des cas. Il y a d'autres solutions qui peuvent vous être proposées, soit sur des accompagnements court terme. Donc là, on refait le lien avec tout le BFR qui était évoqué tout à l'heure. Donc ça peut être des solutions de crédit court terme, ça peut être des solutions d'affacturage, ça peut être un complément de PGE, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste encore quelques mois pour en souscrire. Ça peut être éventuellement d'autres organismes tels que la BPI qui propose des prêts avec des différés d'amortissement supérieurs. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est qui est votre expert comptable. Bien dimensionner donc la transformation du PGE sur sa future capacité de remboursement. Et le dernier point que j'ai mis sur l'assurance a été évoqué tout à l'heure par Nathalie. Vous partez sur 5 ans. Pour moi, on reste dans un environnement qui est très, très incertain. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et donc, les risques pour votre société, vous êtes quand même l'homme clé la plupart du temps de votre société. Donc, l'assurance, généralement, la prévoyance, alors en particulier adossée sur ce crédit, mais plus généralement, est vraiment un élément qu'il faut regarder. Comme ça, je fais une petite aparté. Nathalie tout à l'heure a parlé aussi de la sécurité, la cybercriminalité est aussi un sujet pour moi d'assurance pour une entreprise primordiale. Le chef d'entreprise et les assurances de son exploitation sont très très importants. Donc voilà, j'en ai terminé sur mon intervention. Donc j'ai remis quelques adresses utiles si vous voulez aller des précisions. Voilà, sur l'économie, sur des choses comme ça. Donc, bien évidemment, Réseau Entreprendre qui est à votre disposition. Et puis, on a mis nos coordonnées pour, si vous souhaitez reprendre contact avec nous pour échanger sur vos cas particuliers. Merci Jean-Jacques. J'aurais une question pour ouvrir les questions peut-être de chacun. Tout à l'heure, on a mentionné des taux de garantie ou des prix de garantie BPI, du PGE. Oui. Il y a des montants qui sont affichés, ou des taux plutôt, est-ce que c'est des taux payés one shot sur le montant ou c'est annuel? Il y a 0,5 par exemple qu'on voit passer. Est-ce que c'est un taux annuel tous les ans à 0,5 sur le montant restant dû ou est-ce que c'est one shot 0,5 du montant emprunté? Alors, encore une fois, je vais mettre des réserves à mon propos. Pour le Crédit Agricole, il est prélevé en même temps que les échéances. Voilà. Tous les mois.
Si c'est des échéances mensuelles, vous allez en effet payer l'échéance plus les frais annexes, on va dire, qui constituent les assurances, la commission BPI. Alors, je ne sais pas vous dire s'il va y avoir éventuellement des banques qui vont dire on vous le facture une fois par an, parce qu'en fait, il y a la commission prélevée par BPI aux banques est différente de la façon où elle est répercutée aux clients. Là, je rentre vraiment un petit peu dans la mécanique, mais sur la première phase, par exemple, la banque a payé immédiatement la commission, alors que elle ne va être facturée au client que là, dans quelques mois. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que dans l'absolu, on peut peut-être voir, encore une fois, on n'a pas vu de contrat vraiment tourné, donc j'ai pas eu de tableau d'amortissement entre les mains sur d'autres établissements. Nous, c'est très classique, hein, c'est-à-dire que vous allez payer votre échéance qui inclut la garantie d'État et l'assurance, pour faire court. Donc à regarder sur les contrats qui vont être proposés par chacun des organismes. Oui, et donc le tableau d'amortissement, oui. Sur le tableau d'amortissement. Ouais. Donc le taux global, ça sera 0,5-0,6 plus la commission bancaire, on va être aux alentours de 1,5 quoi. Là, je vous ai mis les taux Crédit Agricole. Voilà, moi je ne veux pas l'évoquer puisque c'est pas le sujet. Je connais les taux de chaque établissement et il y a des écarts suivant les durées. Mais encore une fois, à mon sens, ne vous focalisez pas sur ce taux. Je ne sais pas ce qu'en pense l'expert comptable, hein, mais vous avez vu sur 50 000 euros, on parle de 2 000 euros. Alors je dis pas que c'est rien 2 000 euros, hein, mais entre mettre la clé sous la porte et payer 2 000 euros, pour moi il n'y a pas débat. Moi j'aimerais rebondir sur ce point des taux parce que vous dites que c'est pas un point, mais initialement les taux de PGE pouvaient nous permettre un effet d'aubaine. Notamment par rapport à des emprunts classiques. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec l'addition des taux bancaires et des contre-garanties BPI, on se retrouve à des taux qui sont quand même exorbitants. Sur 5 ans, on arrive à des taux qui sont pas loin de 2%. Au contraire, j'ai envie de dire, les taux nous poussent à rembourser le plus vite possible et à emprunter de manière classique. Alors, bon, je vais modérer le propos parce que moi j'ai prêté à 15% il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je pense que 2%, on reste dans un environnement taux qui est historiquement bas. Après, où je peux vous rejoindre, c'est que quand on regarde la décomposition des taux, il y a 3 composantes. Il y a la marge de la banque, il y a la garantie d'État et il y a éventuellement le coût de l'assurance. Bon, donc après, ce sont des choix. On peut très bien, une entreprise qui, encore une fois, le PGE a été distribué massivement. L'État a délivré un niveau de garantie exceptionnel. Il se rémunère. Je ne suis pas choqué. Voilà. Maintenant, il est certain que c'était pour, quand ça a été mis en place, encore une fois, on ne savait pas, c'était vraiment pour un accompagnement, parce que d'un seul coup, l'activité s'arrêtait. Comme on parlait tout à l'heure de BFR, votre poste client, il disparaissait. Vous aviez des difficultés à négocier avec vos fournisseurs et donc très très rapidement, vous pouviez vous retrouver en état de cessation de paiement. Donc il y a eu cette souplesse qui a été accordée pendant 1 an. Et dans des conditions où vraiment l'État, pour moi, a joué son rôle d'amortisseur. Donc le coût aujourd'hui, si vous voulez accéder au crédit pour d'autres sujets, parce que la vie continue, il y aura de l'investissement, il y aura toutes ces choses-là, il y aura peut-être du développement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des solutions alternatives, soit sur la trésorerie ou soit sur le financement plus classique. Si votre banque vous prête sans garantie, en effet, vous supprimez au minimum la garantie de l'État. Chaque cas est particulier. C'est bien pour ça que je dis c'est important d'en échanger avec vos conseils parce qu'il n'y a pas de solution, unique. Une entreprise qui aujourd'hui s'en est plutôt bien sortie par des effets d'aide. Quelle est sa capacité de remboursement futur et surtout d'où on démarre aujourd'hui sur sa trésorerie. Est-ce qu'elle a un petit matelas qui lui permet de refaire du développement ou est-ce qu'elle est déjà en difficulté? Chaque cas est vraiment particulier. Après,
la banque va continuer à distribuer du crédit classique. Hein. Moi, dans les grands équilibres sur 2020, j'ai fait autant de crédits classiques que de PGE. Hein. Donc, ce qui est énorme. Puisque quelque part, on a quasiment on a doublé la production. Alors, c'est pas des équilibres exacts, mais je veux dire, il y a eu un niveau de distribution de crédit et on le voit quand on écoute un petit peu les taux d'épargne aujourd'hui. Il y a eu l'effet de mise à disposition de crédit et puis l'effet aussi où les gens, on va dire tous les acteurs ont peu consommé et il y a de l'épargne, il y a un niveau d'épargne énorme. On a une question de Jérôme Bénard qui demande si on confirme le caractère obligatoire ou pas de l'assurance. Peut-être que tu peux poser une question, apporter une réponse à ça. Alors, pour moi, il n'est pas obligatoire. Il est vivement conseillé. Ok. Et moi, j'ai une question par rapport, parce que je comprends tout ce que vous avez dit sur le PGE. Moi, j'ai une question qui est essentielle. Ça dépend du secteur de l'activité. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la pandémie, elle est toujours active. Moi, étant dans le domaine des ERP, des établissements recevant du public, ma société est fermée. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de date. Imaginons qu'il y ait une obligation de fermeture jusqu'à toute l'année 2021. Comment la banque s'adapte à ça? Alors la banque s'adapte. Déjà, vous voyez, même le PGE a énormément évolué entre le schéma initial et où on en est aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on dépend clairement du gouvernement et des mesures qui sont mises en place par rapport à cette distribution de PGE. Parce qu'on voit bien que notre latitude, elle est très très faible aujourd'hui sur la transformation. Objectivement, je ne sais pas vous répondre, si ce n'est vous dire que, en effet, s'il n'y a pas d'activité, qu'il y a la difficulté de trésorerie, le PGE fait partie des solutions. Donc, est-ce que vous avez saturé vos possibilités d'emprunt ou pas? Est-ce que la banque est prête à aller un peu plus loin dans l'accompagnement ou pas? Dans les mesures extrêmes, il y a le médiateur du crédit. C'est jamais agréable, mais voilà, ça fait partie aussi des solutions. Alors, faut pas le faire n'importe comment. Encore une fois, il faut bien en échanger avant avec son expert comptable. Mais malheureusement, on n'a pas. J'aimerais bien, comme vous, savoir ce qui va nous tomber dessus demain. Donc, il y a sans doute un peu de précaution à prendre encore. Bien évidemment, sur cette étape. Hein. Il y a un an, on ne s'attendait pas à être encore aujourd'hui dans cette situation. Alors, si je peux me permettre, je vais rajouter les outils qui sont hors système bancaire classique. Alors, Jean-Jacques tout à l'heure a mentionné les outils BPI avec les prêts rebonds. Et on a d'autres formes de prêts également disponibles auprès de la BPI, notamment des prêts d'honneur donc, qui sont portés par la personne au bénéfice de l'entreprise, de type prêt d'honneur solidaire. Et on a des dispositifs, alors en Ile-de-France en particulier, mais qui existent dans d'autres régions, avec les prêts résilience. La phase de résilience a été clôturée au 10 décembre. Et il est question qu'on revoie un programme de résilience 2 qui pour le moment n'est pas encore en forme. Mais il est très probable qu'avec la continuité qu'on a et peut-être même des annonces un peu plus dures d'ici peu, on est à une deuxième phase de résilience. Donc là, les opérateurs, je ne sais pas, Jonathan, si vous avez déjà bénéficié de ça. Moi, j'ai déjà fait un BPI de 50 000 et j'ai déjà fait un résilience. Okay. Donc, mais ma question était surtout sur comment, si l'entreprise est fermée, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est même pas une question de trésorerie. Les aides aident à payer les charges, mais il n'y a pas de valeur ajoutée avec le chiffre d'affaires. Donc, c'était surtout, vous voyez, résilience, ils m'ont avec l'Île-de-France, ils m'ont tout de suite proposé, de décaler, avec Eugénie, on avait vu ça, de décaler d'un an. Le PGE, c'est pas le même montant et si on est fermé toute l'année 2021, même à rembourser en 2022 va être compliqué. Il n'y a pas eu de chiffre d'affaires créé, donc c'est ça qui m'inquiète.
À ce stade, je dis, hormis en effet demander le différé d'1 an sur l'amortissement du PGE, c'est ce qui vous donnera le plus de souplesse. Après, il y a encore des dispositifs. Il avait été évoqué des prêts participatifs et encore voilà pas mal de sujets qui ne sont pas encore aboutis. Mais on n'a pas encore la visibilité sur ces sujets. Et apparemment, il y a une possibilité que le PGE, pour certains secteurs très touchés, comme le mien, qui est dans la culture et l'événementiel, que le PGE devienne une subvention ou alors l'apport en compte courant. À date, on n'a pas. À date, je ne peux pas répondre sur le sujet. Il y a une réflexion aussi autour de résilience là-dessus. C'est que résilience était fait vraiment pour des aides, on va dire, d'urgence et dans des situations très compliquées. Donc, c'est probablement sur des secteurs extrêmement touchés et fermés administrativement. Il est probable que sur les dispositifs résilience, il y a des choses. Pour le moment, il n'y a rien de sorti, mais il y a des choses dans les cartons. Par ailleurs, il faut utiliser à plein sur les secteurs fermés, les aides carrément, qui sont là pour certaines aides qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € par mois. Bon, c'est pas. Oui, bien sûr. Ça, il faut les aider. Ça paye les charges. Encore une fois, ça ne crée pas de valeur ajoutée en chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas de réserve. Ça, c'est clair que ça ne remplacera pas l'activité claire. Donc, aujourd'hui, il faut se mettre dans la position de différer au maximum dans les secteurs qui sont fermés pour ouvrir la porte à toutes les transformations et les réflexions qui sont plus ou moins dans les cartons. Ça paraît un peu long à mettre en place, mais je répète, comme tout à l'heure pour les fonds propres négatifs, il y a un tas de blocages réglementaires qui sont en train de faire sauter, d'ailleurs qu'on n'imaginait pas pouvoir être enlevé comme ça. Donc il y a un gros travail qui est fait sur le plan réglementaire, et non pas seulement au plan français, mais au plan européen. Donc les annonces, elles sont effectivement souvent un peu tardives pour nous opérateurs. Mais c'est pour ça, dans l'immédiat, dans votre cas, il faut vraiment différer au maximum pour attendre la possibilité de disposition d'apurement, d'abandon d'une partie ou transformation en subvention ou en capitaux propres ou en prêt participatif. Et Résilience 2, ça serait uniquement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait? On n'a vraiment aucune information là-dessus. Si ça peut venir en surabondement de ceux qui l'ont déjà eu ou si c'est uniquement pour les autres, on n'a aucune information là-dessus. Voilà, pour conclure mon propos, donc voilà, moi, s'il y a un message que je peux passer, c'est celui de notre direction générale et de notre groupe, c'est que on a la volonté de continuer à accompagner. Et donc, l'environnement est complexe, mais il faut garder le moral, il faut courber les chines un peu, mais le Crédit Agricole sera présent pour accompagner ses clients. Une question un peu toujours de Jérôme qui envisage éventuellement le remboursement du PGE actuel pour une reprise avant le 30 juin d'un autre morceau de PGE. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? Alors oui, sachant que le PGE n'est pas un crédit revolving. Donc on revient sur la capacité des 25%. Si aujourd'hui son PGE était de 10%, il a droit à un tirage supplémentaire, entre guillemets. Et donc, même dans d'autres banques, puisqu'aujourd'hui les PGE ont été distribués sur toutes les banques, sur les plus gros dossiers, il y avait des partages entre les banques. Donc, rien ne l'empêche aujourd'hui de faire un droit à tirage, entre guillemets, un nouveau PGE jusqu'au 30 juin. La limite sera les 25% du chiffre d'affaires, sachant que jusqu'à aujourd'hui, on fonctionne sur des chiffres 2019. D'accord. Donc, même s'il y a des bilans qui commencent à être produits sur l'exercice 2020, la référence reste 2019 pour le moment. Donc, pour être clair, le remboursement d'un PGE n'ouvre pas droit à nouveau tirage. Ça n'est pas un crédit revolving, en effet, oui. Jérôme, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et concernant les taux, bien évidemment, puisque si on repart sur une nouvelle, rien ne garantit dans un an qu'on sera sur les mêmes taux qu'aujourd'hui, bien évidemment. Il y a une tendance à la hausse. Non, il y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur les taux. Très bien.
Je ne sais pas s'il y a encore une question avant de terminer. A priori, non. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir l'enregistrement. Eugénie, on fera passer, Nathalie, là, on refera passer l'enregistrement du webinaire. Merci à tous. Merci à Jean-Jacques du Crédit Agricole. Merci à Nathalie Arc-en-Ciel et Réseau Carbao. Voilà, et puis Réseau Entreprendre reste à votre écoute et on vous avertira également des prochaines masterclass sur des sujets qui peuvent intéresser chacun des chefs d'entreprise, en particulier dans ces moments. Merci à tous et bonne journée.